Bonsoir, bonjour, comment ça va? Salut à tous ceux qui regardent le replay. C'est très agréable de vous retrouver. Encore une fois, aujourd'hui on fête l'épisode numéro 80, l'air de rien, du meilleur est à venir, on avance, on continue, ça se poursuit et tout ça est une aventure bien agréable, en tout cas elle l'est pour moi. Merci de consacrer quelques minutes de votre temps donc à regarder ce replay et j'espère qu'il va vous distraire avec des petites choses amusantes que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, que vous avez vu passer, que vous avez partagé avec moi, et puis une petite histoire, j'aime bien dire en anglais uplifting, qui est motivante, qui donne envie d'aller de l'avant, etc. Mais aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier, je vous préviens tout de suite. C'est pas une histoire récente, on va remonter un petit peu dans le passé, un petit peu différente d'habitude. C'est quelque chose qui s'est passé il y a pas mal de temps. Et c'est l'histoire, je vous avais promis de vous la raconter. Et je profite de ce numéro 80, c'est un chiffre rond, c'est bien. Et en plus, j'adore le numéro 8, certains d'entre vous le savent. Et donc on va parler, c'est un petit peu comme entre l'histoire et un petit peu d'histoire hein, et de motivation. D'accord? Et bonjour à tous ceux qui arrivent en direct en tout cas. Aujourd'hui je sais que j'ai de la concurrence. Bah, comment ça, vous n'êtes pas au courant? En tout cas, aujourd'hui, en ce moment même, je crois, c'est pas je crois, j'en suis certain, parce que j'ai vu les images sur Internet. En ce moment même, à l'instant où je parle, se déroule l'inauguration du nouveau président des États-Unis, vous savez, le fameux Donald Trump. Donc, juste maintenant, là, en ce moment, à Washington, se déroule l'inauguration, ce qui me permet d'enchaîner très habilement sur. J'ai regardé par curiosité le compte le Twitter du président Obama, qui sera plus président dans quelques minutes, et j'ai regardé ce qu'il avait écrit, parce que c'est toujours intéressant de voir ce qu'il a dit. Et bien sûr, il a terminé de belle façon, il n'y a pas à dire. Voilà le dernier tweet sans doute d'Obama en tant que président, je trouvais ça très bien. Et voilà, c'était il y a quelques instants, vous voyez, on est le 20 aujourd'hui, le 20 janvier 2017, et c'était il y a quelques instants, et qu'est-ce qu'il nous dit? Alors c'est en anglais, hein, je vous demande encore de croire, pas dans ma... Alors je suis mauvais traducteur, pas dans mon habilité de vous apporter le changement, comme je l'ai fait, et ce qu'il implique, ce qu'il a fait pendant 8 ans, mais dans votre habilité d'apporter le changement. Je crois au changement parce que je crois en vous. C'est joli, non? En tout cas, c'est un tweet qui est très beau pour terminer ces 8 ans de présidence. Et puis, c'était un petit coup de chapeau, un salut à quelqu'un qui aurait peut-être, on dit, on aurait pu faire plus, mais vous savez, on ne sait jamais ce qui se passe derrière les portes des pouvoirs, du pouvoir. Au moins, ce qu'on pourra dire avec Obama, c'est qu'il aura essayé d'apporter des changements. Il se sera battu, juste vous le savez, hein, c'était très difficile d'apporter des changements parce que pendant 6 ans, les 2 premières années non, mais les 6 dernières années de sa présidence, il avait tout le Congrès contre lui. Donc c'était pas facile et il n'a pas arrêté de se battre. Et puis pour moi, c'est aussi je m'intéresse aussi à ça. Vous le savez, j'ai vécu 10 ans aux États-Unis, donc c'est un pays que je connais assez bien, surtout la côte ouest. Et j'ai des élections, des présidences, etc. Donc je connais, c'est toujours une journée spéciale, le jour où on inaugure, où on intronise, entre guillemets, le nouveau président. Enfin, ça promet avec le nouveau. On va voir ce que ça va donner, mais ça promet. Voilà, c'était donc le dernier tweet. Je l'ai presque en direct en fait. Hein, oui, bah, il vient de le poster il y a quelques minutes. Et en ce moment, ils sont en train de faire la passation de pouvoir et le nouveau président va jurer sur la Bible, etc., etc. Hein, vous connaissez, si vous avez déjà vu ces choses-là. Mais bon, nous, on est ici et maintenant, ou alors vous êtes en replay et encore de toute façon maintenant. C'est vrai ça. Je suis en direct avec vous, même si vous êtes en replay, parce qu'on est exactement ensemble. La seule chose, c'est que c'est que vous ne pouvez pas commenter au moment où je parle, sauf pour ceux qui sont en direct. Alors, le moment suspendu du jour, eh ben, c'est encore Lily. Ah oui, Lily, je suis désolé, Lily, tu fais des photos si belles que je suis obligé de les poster. Regardez, regardez-moi ça. C'est magnifique, ça. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. La photo, il y a encore avec cette magnifique plante et
il se gèle tout autour. Enfin, en fait, tu es la spécialiste non pas des natures mortes, on va dire, mais des natures gelées. Il est vraiment, vraiment magnifique. Magnifique photo. En tout cas, c'est très sympa de partager ces magnifiques clichés qui nous font très plaisir. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à les voir et à les partager. Sinon, quoi dire? Eh ben, on a quelques petites choses passionnantes partagées sur les réseaux sociaux. Ah, il n'y a pas de bonne qualité, celle-là, c'est dommage. C'est Alex qui a partagé ça. Ça saute quand même haut, un cerf. Et c'est vrai que c'est amusant parce que euh, il y a le cerf, et j'avais jamais pensé à ça, oui, avec les flèches et 2,5 km, c'est vrai que ça donne l'illusion que, ah oui, un cerf, ça saute à 2,5 km. J'ai trouvé ça assez amusant, et depuis des années que je vois ce panneau, j'ai jamais pensé à l'interpréter comme ça. Bah oui, c'est pas le but non plus, mais c'est intéressant, et en tout cas, c'est sympathique. Sinon, Julie, qu'est-ce qu'elle nous a partagé, Julie? Julie qui est comme moi une consoeur, écrivain ou écrivaine, autrice, je crois que tu t'appelles comme ça, Julie, tu es autrice, auteur, autrice, et c'est sympa celui-là pour Dieu. Aujourd'hui, il faut mettre de la crème polaire. C'est excellent. Il faut mettre de la crème polaire. Eh oui, avec le froid qui règne en ce moment, il faut vraiment mettre de la crème polaire, hein. Ah oui, là c'est quelque chose. Sinon, c'est pas efficace du tout. On va parler aussi de flocons puisqu'on est dans la neige. Bon, c'est un classique celui-là, hein. On le connaît celui-là, un classique. Norvège, la photo, 6 mois de neige. France, un flocon. Ah, c'est excellent ça aussi, oui. Eh ouais, ouais. Waouh, ça en fait de l'humour. C'était comme le flocon qui tombait à Nîmes, que j'avais partagé ça, et qui provoquait la panique dans les rues de Nîmes, alors que dans le Nord, on est habitué à la neige. Eh oui. Je vous avais parlé l'autre jour également de la gifle, un petit peu. Je ne sais pas si vous entendez du bruit. Vous l'entendez? Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre avec le micro. Je ne sais pas si ça passe. Eh ben, il y a des travaux qui se font pas loin d'ici, donc là, je ne peux pas faire grand-chose. Désolé, il y a des ouvriers qui travaillent, et donc ils travaillent tard hein, quand même, parce qu'il est presque 5h42, 17h42 hein, quand même, hein. Bon, la gifle de valse, regardez, interprétée par les réseaux sociaux. Et c'est Christelle qui a partagé ça. Merci Christelle. Si Obélix avait giflé valse, ça aurait été autre chose quand même, hein. Ah oui, là ça aurait été autre chose. Ah là là, ouais. Il y a même un hashtag, j'avais pas vu, gifle valse. Ouais. Bon, enfin, on a fait toute une histoire. Et n'empêche, hein, il a été jugé très vite, hein, le garçon, là. Ouh, il a été jugé très vite. Ça a été quelque chose. On parlait de froid tout à l'heure. On parlait de glaçons hier, avant-hier. J'avais même parlé de glaçons. J'ai trouvé ça pas mal. Alors, attendez, je vais bien vous mettre ça. Voilà. J'ai enfin réussi à trouver mon repas végétalien, sans gluten, sans soja, sans antibiotiques, cru, sans OGM, bio, sans gras et à faible teneur en glucides. Tadam. C'est pas mal, hein. C'est bon. Vous mettrez bien un petit peu de sel. Ah non, sans sel, hein, c'est ça, hein. Ouais, je crois qu'il y a sans sel. Ah là 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 là. Ouais, c'est pas mal non plus. Dis donc, ouais, ça fait du bruit. Je sais pas si vous l'entendez. Salut Liliane, ça va? Ouais. Je sais pas, est-ce qu'on entend le bruit? Merci pour les petits pouces bleus, ils sont plutôt blancs, et pour les petits cœurs. Je sais pas si on entend le bruit, hein. Vous me dites hein, si ça dérange, que je sache au moins où j'en suis. Et puis, donc je vous ai parlé d'Obama, Papillon. Ah, et puis un petit dernier, avant d'attaquer, l'histoire du jour, partagée par Nadou. Ceux qui se prennent pour le nombril du monde se sont juste trompés de trou. C'est un peu dur là, hein. C'est un peu dur, mais c'est bien envoyé. Et ça, c'est Yves Land, un expert sur Twitter. Vous allez sur Twitter, vous verrez, il est très très fort. Et il partage des choses et des jeux de mots. Salut Claude, tu vas bien? Est-ce que vous entendez le bruit? Il y a du bruit derrière, il y a des gars qui sont en train de faire de la boum boum boum. C'est un petit peu embêtant. Non? C'est bon? Ah, bah ça s'est arrêté, donc ça devrait être bon. Eh ben c'est parfait. C'est parfait parce que l'histoire du jour, je vous ai dit, on va remonter un petit peu dans le passé.
on va aller au 19e siècle. Alors ça n'a rien à voir avec l'actualité. Salut Albin. Non, on n'entend pas le bruit. Ah ben c'est parfait. Eh ben on peut envoyer l'histoire. Alors, il y a quelques jours, dans l'épisode 77, je vous ai raconté la magnifique histoire de ces 27 guerriers albigeois. Vous savez, cette usine qui s'appelle la fonderie Gilet, qui a été reprise par les ouvriers. Et tout le processus de reprise de cette entreprise par les ouvriers, entreprise qui devait être revendue ou fermée, etc. Et qui s'en sortent bien finalement au bout d'un an et demi. Ils arrivent à s'en sortir, il y a du boulot, ils doivent travailler dur, mais au moins ils ont toujours leur gagne-pain. Et ça c'est génial. Et je vous avais parlé à ce moment-là, je vous dis à Albi, il y a une autre histoire très intéressante sur une autre usine, qui est la verrerie d'Albi, la VOA comme on l'appelle, et qui a une histoire totalement différente. En clair, en gros, c'est la même histoire, mais vous la transposez à la fin du 19e siècle. Et c'est assez incroyable, parce que c'est-à-dire que des ouvriers qui reprennent leur usine, ou qui carrément dans ce cas-là vont la créer, est assez fantastique, parce qu'on se dit que c'est récent, toutes ces histoires de scope, etc. Mais non, mais c'était la toute première, et c'est ça dont je veux vous parler. Et pour vous parler de ça, il faut que je remonte un petit peu en arrière. On va aller à Carmaux. Carmaux, donc on est dans le sud-ouest, Albi, là où je suis, dans le Tarn. On va un petit peu plus au nord, à une vingtaine de kilomètres d'ici, on va à Carmaux. Et à Carmaux, il y avait une usine de verre, une verrerie, avec des ouvriers, etc., qui avait été créée au XVIIIe siècle. Et, pardon, et cette usine appartenait à un riche marchand de bouteilles toulousain, qui s'appelle Eugène Rességuier, si je ne m'abuse, oui, je me trompe pas, oui, Eugène Rességuier, et qui donc faisait travailler des ouvriers dans son usine. Mais c'était un patron à l'ancienne, mais vraiment à l'ancienne. C'est-à-dire, on me dirait ça n'a pas trop changé, mais enfin, il y a maintenant des lois qui protègent les ouvriers. C'est-à-dire que les ouvriers ne valaient absolument rien. Les ouvriers, on s'en moquait. C'était de l'esclavagisme pur. Hein. Regardez vos manuels d'histoire, allez voir comment ça se passe au 19e ou au début du 20e. Vous allez voir, la condition de l'ouvrier était vraiment, vraiment, vraiment terrible. Et une chose dont Rességuier avait très peur, c'était les syndicats. Et c'était le moment, fin du 19e, où les syndicats commençaient à s'organiser, où les ouvriers prenaient conscience qu'ils avaient un certain pouvoir grâce au droit de grève. Et en 1895, le premier syndicat de verriers se crée au sein de cette usine à peu près 300 ouvriers, à Carmaux. Et ça ne plaît pas du tout à Rességuier, ça. Il ne veut pas de ça. Et il cherche tous les moyens pour briser cet élan syndicaliste, on va dire, à l'époque, qui n'a rien à voir avec les syndicats de maintenant. Et il fait tout, il attend l'occasion. Et l'occasion se présente un jour, alors que le leader du syndicat part à Paris pour aller à une réunion nationale des syndicats. Alors, ça peut paraître normal maintenant, c'est normal d'aller voir les syndicats. Et lorsqu'il revient, Rességuier, le patron de l'usine, le vire. Carrément, vous êtes licencié. Tout ça, bien sûr, pour briser ce syndicat. On est en 1895, donc vraiment au tout début, et les patrons font vraiment ce qu'ils veulent, et ils payent très très mal les ouvriers, je ne vais pas vous raconter, vous savez ça. Et tout de suite, ce qui se passe, c'est que l'usine se met en grève. Tous les ouvriers se mettent en grève. C'est génial. Moi, je trouve ça très bien. C'est-à-dire que le 31 juillet 1895, et la date est importante pour une raison qui, je vais vous expliquer dans quelques instants, en 31 juillet 1895, toute l'usine est en grève. L'usine est arrêtée, les ouvriers décident de faire la grève. Il faut réintégrer le leader syndicaliste dont le nom est Marien Baudot. Il faut le réintégrer. Le patron Rességuier, Eugène Rességuier, dit non. Et le patron, c'est plus qu'un patron, hein, c'est vraiment le maître. Il décide non. Bon, les ouvriers décident de faire grève et décident de continuer la grève. On est le 31 juillet 1895 et la grève commence à durer. Juillet, août, septembre, on rentre en automne. C'est-à-dire que l'usine est bloquée. À l'époque, demandez-vous ce que mangent les ouvriers. Le patron, lui, s'en fout parce qu'il a de l'argent, il est riche. C'était un riche vendeur de bouteilles de Toulouse, je vous ai dit. Donc pour lui, ce n'est pas un problème. Ça continue pendant l'automne. Et les ouvriers, bien sûr, c'est eux qui sont en situation difficile.
parce que eh ben, ils n'ont pas de gagne-pain. Ils mangent, mais ils ne gagnent pas d'argent. Et donc, ils font appel à quelqu'un qui s'appelle Jean Jaurès. Tout le monde connaît Jean Jaurès, bien sûr. Jean Jaurès, qui est donc le député du Tarn et député de Carmaux, à ce moment-là, donc vraiment le député local, pour les aider à sortir de cette situation. Le gouvernement s'en mêle aussi. Il dit, mais bon sang, et ça fait les unes de tous les journaux de l'époque, cette grève des verriers de Carmaux, et, un conflit absolument d'une ampleur incroyable à l'époque. C'était vraiment une sorte de révolte ouvrière face au tout pouvoir des patrons. Et Jean Jaurès, donc, qui soutient lui les ouvriers, parce qu'il était député socialiste, donc du côté des ouvriers, essaie de trouver aussi une solution. Il discute avec Rességuier, mais Rességuier ne veut rien savoir. Il dit, je suis le patron, je suis le maître, je fais ce que je veux, c'est mon usine, c'est mon argent, je ne réintégrerai pas le leader syndicaliste. Jamais. Jamais de la vie. Et c'est vraiment clair et net. Et il dit quelque chose comme ça, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Et quand il dit ça, ça veut dire qu'en gros, il est prêt à ne plus jamais réouvrir l'usine ou à la réouvrir avec d'autres ouvriers qu'il aura choisis, qui ne sont pas grévistes, etc. Donc c'est le lockout le plus complet. Jaurès comprend que c'est pas possible de le convaincre. Les ouvriers ne savent pas quoi faire. Ça se retourne un petit peu contre eux. La grève se prolonge. Que faire? Et c'est là qu'émerge cette idée, dont je vous avais parlé l'autre jour, de créer leur propre usine. L'idée est géniale. Parce que ces ouvriers, ces 300 ouvriers, ils ont le savoir, ils ont l'expérience. Ils n'ont pas besoin d'un patron pour fabriquer leurs bouteilles de verre. Simplement, il leur faut une usine. Parce que leur usine est fermée. Et le patron n'est pas prêt de rouvrir ou de les intégrer. Alors comment avoir une usine? Lorsqu'on est ouvrier, qu'on n'a pas d'argent, comment créer une usine? Eh bien, on fait appel aux dons. Et pour ça, ils ont la chance donc d'avoir Jaurès. Jaurès qui les soutient à fond. Et qui va se décarcasser, qui va voyager dans toute la France, faire des discours, c'était un grand orateur, dans toutes les grandes villes de France, appelant aux dons, appelant à aider les ouvriers, etc., pour qu'ils puissent construire leur usine et se remettre à travailler. Alors pendant ce temps-là, pendant qu'il fait ses discours, ça discute. Parce que comment on va gérer l'usine? N'oubliez pas, on est en 1895, là on arrive à 1896, début 1896. Comment on va gérer l'usine? C'est complètement nouveau. D'habitude, il y a un patron, il y a les ouvriers qui obéissent. Mais là, on va dire, on ne met pas de patron. Alors comment faire cette usine? Il y a deux propositions qui se dégagent, deux façons. Il y en a une qui dit, eh ben c'est les ouvriers. C'est les ouvriers les patrons. C'est les ouvriers qui décident en comité, etc. Et c'est eux qui vont faire ça. Donc c'est une sorte de coopérative des ouvriers. Et il y a une deuxième proposition qui est une coopérative ouvrière. Petite distinction, c'est-à-dire que ce sont les syndicats tous les syndicats, qui vont gérer l'usine au nom des ouvriers. Et c'est cette deuxième proposition que Jaurès encourage. Pour lui, ça paraît plus logique. Il voit, même s'il est très ouvert, il voit mal les ouvriers gérer eux-mêmes l'usine, avec le travail, la fatigue, etc. Il pense que c'est mieux pour les ouvriers qu'il y ait les syndicats, donc qui gèrent à part égale toute l'usine au nom des ouvriers, qui sont eux, en quelque sorte, actionnaires de l'usine. Et c'est cette deuxième proposition qui ressort et qui est donc décidée. Les dons arrivent de toute la France. Il y a un élan de tous les ouvriers, tout le monde donne partout, mais aussi des dons absolument énormes qui sont offerts, en particulier par une dame bien mystérieuse. Elle s'appelle Madame Dambourg. Elle fait un don de 100 000 francs or, une somme énorme à l'époque, pour que les ouvriers puissent s'émanciper et puissent créer cette usine. On a longtemps douté de son existence, cette dame. On a souvent pensé que derrière elle se cachait quelqu'un qui voulait faire évoluer la société et aider les ouvriers face au patron.
paraîtrait récemment, j'ai pas trop creusé, mais il paraîtrait que finalement elle a vraiment existé et qu'elle voulait vraiment, elle était ouverte au progrès, elle voulait vraiment que ses ouvriers construisent leur usine. Enfin bref, la ville d'Albi aide aussi, participe, avec un intérêt certain, parce qu'ils leur disent, si vous venez à Albi, on vous donnera de l'argent, etc. Et puis finalement, pour des raisons techniques et économiques, l'usine ne sera pas installée à Carmaux, où sont tous les ouvriers, les 300 ouvriers, mais à Albi. Ce qui pose quand même un problème, parce que tous ces ouvriers habitent à Carmaux. L'usine, on l'a construite à Albi, sur un terrain qu'on a acheté, tout neuf, près de la gare de la Madeleine, donc ça va être pratique pour amener toutes les matières premières. Mais entre Carmaux et Albi, il y a une vingtaine de kilomètres. Et qui va construire cette usine? Eh bien, ce sont les 300 ouvriers. Il n'y a pas d'entreprise, on ne va pas embaucher des gens, on ne va pas venir faire venir des maçons, etc. pour construire l'entreprise. À l'époque, ça n'existait pas. Et de toute façon, ils n'avaient pas les fonds. Ce sont ces ouvriers qui, chaque jour, vont venir à Albi pour construire leur propre usine. Ils la démarrent en janvier 1896, et après de nombreux mois de travail, ils l'inaugurent en octobre de la même année. C'est beau. Ils ont travaillé dur. Construire une usine comme ça en quelques mois, c'est absolument difficile. Donc en octobre 1896, ça y est, l'usine est prête. On l'inaugure, il y a 1500 invités, on fait la fête, il y a un bal populaire, etc. C'est la victoire du peuple face au patron. Rességuier ne verra plus ses ouvriers. Il ferme l'usine, tant pis pour lui. La verrerie ouvrière d'Albi existe et ouvre. 2 mois après l'ouverture, donc il commence à travailler, on sort les premières bouteilles. C'est génial. L'histoire continue. Jean Jaurès, bien sûr, est félicité, il est content, il est heureux, etc. Rappelez-vous, Jean Jaurès, je vous ai dit, le début de la grève générale, c'était le 31 juillet 1895. C'est assez une date anniversaire intéressante et assez triste en même temps, puisqu'exactement 9 ans plus tard, Jaurès sera assassiné, vous le savez peut-être, le 31 juillet 1914, juste avant la Première Guerre mondiale, parce que Jaurès, bien sûr, se battait contre la guerre, ne voulait pas de guerre, il était pacifiste, et il encourageait une grève générale dans tous les pays d'Europe pour empêcher la guerre et l'effort de guerre pour produire les canons, etc. Donc il est assassiné exactement 9 ans après le début de la grève générale. Que s'est-il passé ensuite dans cette verrerie ouvrière d'Albi? Alors ça n'a pas été facile. Les ouvriers ont dû travailler d'arrache-pied. Souvent, ils ont vu leur salaire diminuer, parce que c'est eux qui décidaient, ils étaient les propriétaires de l'usine. Et parce que c'est un domaine où il est difficile de se projeter sur le futur, et donc ça dépend des supplies en anglais, là j'ai oublié le mot, ça dépend des fournitures et des commandes, etc. Donc c'est assez difficile à gérer. Pendant pas mal d'années, il y a eu des soucis. Tout ça pour dire que les ouvriers ne sont jamais devenus riches, mais au moins ils ont pu manger à leur faim. Et c'est seulement en 1931, donc longtemps après, qu'on a changé le statut de l'usine. Vous vous rappelez? De verrue ouvrière, donc gérée par les syndicats, elle change et elle devient officiellement une SCOP et continuera ainsi pendant pas mal d'années, jusqu'en 1984, où en 1984 la situation devient difficile parce que ça n'a jamais été facile pour eux. Et il y a un redressement judiciaire, et l'entreprise est rachetée en 1987, je crois, par Bolloré, et qui ensuite est rachetée par le Crédit Lyonnais, et enfin par Saint-Gobain, qui la revend il y a à peine 3 ans, je crois, qui l'a revendue à un fonds d'investissement américain. Donc l'usine existe toujours, elle marche très très bien, elle fait beaucoup de bénéfices, vous pensez bien, sinon le fonds d'investissement américain n'aurait jamais racheté cette entreprise. Mais bien sûr, ça n'a plus rien à voir avec ce qui avait été créé au tout début, en 1896, cette usine d'ouvriers pour les ouvriers, avec ce soutien formidable de Jean Jaurès et de toute la population française, un peu partout en France, des ouvriers, des gens qui croyaient à ce changement et qui ont investi, eux aussi, en action dans cette entreprise. Mais c'était une belle histoire parce que quand je vous parlais l'autre jour de l'entreprise Gilet,
cette fonderie qui a été reprise par ses ouvriers, c'est quelque chose qui a débuté il y a très longtemps en fait. C'est pas la première fois. Si vous voulez, alors je vous le redis, hein, la fonderie Gilet, l'histoire, elle est très belle. C'est ces 27 guerriers, c'est l'épisode 77. Allez voir dans les archives, sur YouTube ou sur Facebook, sur la page Le meilleur est à venir, vous retrouverez l'épisode 77. C'est une très très belle histoire des souvenirs qui continue en ce moment et qui fonctionne bien parce qu'on a fait des progrès au niveau de la gestion, c'est mieux géré. À l'époque, c'était beaucoup plus difficile et même si les ouvriers ne sont jamais devenus riches, au moins ils ont pu sentir qu'ils avaient fait quelque chose d'important, qu'ils avaient fait quelque chose de leur vie. Ils ont dû être heureux d'avoir échappé aux griffes de Rességuier, ce patron qui voulait les écraser et qui finalement n'a pas réussi. Bon, voilà. Moi, je trouvais que c'était une belle histoire et je voulais un peu sortir de ce que je fais d'habitude pour vous la raconter aujourd'hui et se dire, oui, belle solidarité. Merci Liliane, exactement. Merci Crafty Girl d'avoir partagé la vidéo. Super, partagez le direct si vous avez l'occasion, de façon à ce que d'autres puissent également le suivre. Et n'oubliez pas que les belles choses aussi, on les fait avec cette solidarité, comme tu le dis Liliane. C'est vraiment ça, c'est la solidarité. On fait rarement de belles choses tout seul ou toute seule. C'est souvent avec du partage, de la solidarité, parce que en construisant leur usine, en mettant en place leur système, il y a les discours de Jean Jaurès qui sont absolument formidables. C'était un orateur, il était prof de philo à Albi, il a été prof de philo à Albi au lycée La Pérouse. Et donc c'était un orateur, il savait écrire, j'avais presque envie de vous lire un extrait de son discours à ses ouvriers le jour d'inauguration, puis après j'ai dit non, parce que je serai encore là dans une heure. Mais en tout cas, c'est une belle histoire et j'espère qu'elle vous inspirera. Si vous avez un projet, si vous voulez avancer dans quelque chose, que ce soit un tout petit projet, pas besoin de construire une usine, bien sûr, je ne parle pas de ça, mais même un petit projet, c'est important. Rappelez-vous le dernier tweet du président Obama. C'est pas pour rien que je vous l'ai mis tout à l'heure, je vais vous le remettre parce que c'est important. Rappelez-vous ce dernier tweet. Oui, il est en anglais. Comme il dit, je vous demande encore de croire dans votre pas dans mon habilité de faire des changements, mais dans votre habilité. Je crois au changement parce que je crois en vous. Et c'est vous qui pouvez changer les choses. Moi aussi, c'est nous qui pouvons changer les choses. Comme ces ouvriers de la verrerie ouvrière d'Albi. Ils ont changé les choses. Ça a été dur. Ils sont jamais devenus riches, mais ça on s'en fout. C'est pas ça qui est important. C'est qu'ils ont dû vivre des émotions qui, à l'époque, devaient être rarissimes. Des ouvriers qui s'émancipent de leur patron, qui lui font un bras d'honneur, qui construisent leur usine et qui produisent eux-mêmes. Ça a dû créer des moments forts, des liens forts, des trucs qu'on ne vit pas tous les jours. Et c'est ça la vie, c'est de vivre des émotions importantes. C'est pas d'accumuler des millions, voire des milliards sur un compte en banque. Ça sert à rien. De toute façon, on survivra pas à l'argent. De toute façon, l'argent partira, mais on survivra pas à ça. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va se quitter. Angélique, salut, je t'ai dit bonjour, je sais pas. Merci pour cette histoire, me rappelle l'histoire de mes grands-parents communistes. Et oui, il y avait, le mot communiste est souvent péjoratif. Moi, je suis pas du tout un communiste, mais il y avait une certaine, au tout début, il y avait vraiment une certaine, pas candeur, c'est pas le mot que je veux dire, une certaine pureté dans leur sentiment. On y croyait vraiment. Après, on a vu ce que c'est devenu le communisme. Mais il y avait vraiment cette envie de créer quelque chose en commun pour les gens, entre eux, de s'entraider, etc. C'est ça la communauté, la solidarité. C'est comme l'histoire de la commune à Paris. Ça a duré, c'est très court, mais l'idée était belle. Loin de moi, je suis pas du tout communiste ou etc. Mais la solidarité, c'est ça. Hein. Pas de coffre-fort derrière un corbillard. Oui. Oui, Liliane, il n'y a pas de coffre-fort derrière un corbillard. Non, ça c'est sûr et certain. D'accord. Eh bien, on va se quitter. On va rester comme ça. Exactement. Une profonde envie que les gens soient ensemble et créent ensemble. Et c'est ça, l'être humain, c'est ça. Regardez la nature. La nature, c'est pareil. Les animaux, etc. Tout le monde, ils créent ensemble, ils vivent ensemble. Alors, l'être humain a tendance à devenir solitaire, à s'isoler, etc. Alors que c'est le contraire qu'on devrait faire. On essaye, hein, on a envie. Regardez, on communique là, l'air de rien. Hein, on essaye de communiquer, d'échanger.
Bon, même si c'est pas toujours une real life, mais au moins on essaye. Allez, merci en tout cas de m'avoir écouté. C'était un petit peu différent aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette histoire, qui est justement sur l'histoire avec un grand H cette fois-ci, en dehors de l'actualité, dites-le moi dans les commentaires. Et si ça vous a vraiment plu, bah, je pourrais vous en raconter d'autres dans le futur, parce que moi j'adore l'histoire, mais je ne veux pas trop vous embêter avec l'histoire. Il y en a plein qui peuvent nous apporter des enseignements très importants pour notre vie de tous les jours. Bonne soirée, bon week-end, au revoir.